téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous sur Télé20. Nous avons avec nous sur le plateau Edoui Plenel de Mediapart. Monsieur Plenel, nous sommes contents de vous avoir. Vous avez eu l'occasion de prononcer plusieurs conférences ici, de revenir sur une question brûlante de notre actualité avec la France. La méchanceté, si l'on pourrait dire, ou l'abus, ou l'injustice du paiement de la dette de l'indépendance à la France. Mais avant d'aborder tout ça, avant d'aborder les temps forts de vos échanges avec le public haïtien, avec les intellectuels, avec vos confrères haïtiens, j'aimerais avoir votre impression, votre feeling par rapport à cette immersion que vous faites à la première journée de la 24e édition de Livre Folie. Ah ben, je suis non seulement content, heureux, mais tout en joie de voir toute cette jeunesse qui fait la queue, attend pour rencontrer les auteurs, qui a le goût du livre, le goût de la lecture. J'ai été très ému par deux petits-enfants qui m'ont offert un livre de poèmes qu'ils ont fait avec des poèmes autour de l'histoire d'Haïti, de comment Haïti, malgré toutes les difficultés, se bat. Et ils voulaient que je le signe. Je leur ai dit non, c'est votre livre, c'est à vous de le dédicacer. Voilà. Et donc je trouve ça fort. Pour moi, ici, Haïti, c'est un grand pays, pas seulement de paroles, mais de mots qui s'écrivent, de mots qui ont du sens. Il y a une dignité du langage ici. Il y a une belle langue, une hauteur du langage. Et ça, je trouve ça très fort. Très fort. Il y a ceux qui voient souvent le mauvais côté des choses. Il y a d'autres qui voient l'espoir. Dans ces lignes-là, dans ces balbutiements-là, dans ces envies de maîtriser l'expression écrite, vous voyez des motifs d'espoir. Bien sûr, je vois ça. Hier, j'étais à Cap-Haïtien et un jeune confrère m'a posé une question dure. Il m'a dit vous tenez des belles paroles, mais comment on fait avec, dans la campagne, dans l'arrière-pays, l'analphabétisme, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, les difficultés, comment on fait? Et je lui ai dit qu'il avait raison, qu'il y a tout ça, et qu'en même temps, on ne peut pas passer sa vie à se lamenter. Et pour moi, c'est aussi l'histoire du peuple haïtien. On doit se battre, on doit résister, on doit refuser la fatalité. Et donc, je dis souvent, il faut avoir le pessimisme de l'intelligence. Voir ici, je le sais, vous le savez mieux que moi, il y a des inégalités de richesse immenses, il y a de la corruption, il y a des affaires très difficiles, des difficultés, des promesses qui n'ont pas été tenues, des espoirs qui ont été déçus. Alors ça, c'est le pessimisme de l'intelligence. Eh bien, je pense qu'il faut lui opposer l'optimisme de la volonté. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Et nous pas passer notre vie à nous lamenter, au contraire, on doit avancer. Les peuples ne sont pas faits pour lécher en permanence leurs blessures. Exact. Et c'est aussi, je prends souvent cette image, il y a la trace que prenait le nègre marron quand il s'échappait du système totalitaire de la plantation. C'est beau ce mot de trace, c'est une petite sente. Une petite sente, elle montre un chemin qu'on trace tout seul. Et en même temps, elle laisse quelque chose. Et ce quelque chose, d'autres s'en empareront, d'autres le prendront. Et donc, voilà comment moi je vois ma propre vie, mais voilà l'énergie. Quelque part, le cadeau pour moi dans un voyage comme ça, c'est de trouver toutes sortes de belles personnes. Et moi, je repars plein d'énergie pour aussi mes propres combats. Et c'est tant mieux. Votre première visite en Haïti, Edoui Plenel, remonte à 1991. Vous étiez au Monde, vous êtes venu pour un reportage. J'ai eu une interview avec Jean-Bertrand Aristide. Et plus de 25 ans après, quand on regarde les indicateurs, si l'on veut mesurer le progrès ou le sous-développement du pays, comme le font les Occidentaux avec des indicateurs, on voit que tout est dans le rouge. Mais il y a en revanche, par rapport à ce constat, un besoin de sursaut. Et je voudrais m'inspirer de votre expérience, de votre vécu, de votre culture, pour vous demander comment d'autres pays, dans des situations similaires à la nôtre, ont trouvé l'énergie, ont trouvé l'intelligence que vous évoquiez là pour changer la donne. Toujours par des personnes qui décident de le faire et qui du coup donnent du courage à d'autres. Pas des personnes qui disent « je suis votre guide, je vais vous mener »,
souvent on est déçu une fois qu'ils sont au pouvoir. Mais des personnes comme vous et comme moi qui disent « je prends mon risque, je fais ce que je dois et en le faisant, je te donne envie de le faire. » Je crois que le courage est contagieux. Je crois que l'exemple est contagieux. Je dis ça parce que c'est ce que je fais comme journaliste. Notre profession vit des moments difficiles dans le monde entier. Elle est attaquée, il y a une crise économique, il y a des difficultés des journaux. Et moi, j'ai dit, on doit se battre. Pas pour donner des leçons, pas pour dire j'ai toutes les réponses, mais pour dire en me battant, je donne envie à d'autres de se battre. Et donc le sursaut vient comme ça. Je dis souvent qu'il n'y a pas... Vous savez, les vainqueurs n'ont rien à nous apprendre. Les vainqueurs n'ont rien à nous apprendre. Les vainqueurs, ils ont gagné le pouvoir, la richesse, le succès. Ils vont nous apprendre comment ils ont manœuvré. Mais parce qu'une fois qu'ils sont vainqueurs, ils sont installés, ils sont tranquilles, ils sont repus. Le vaincu a beaucoup à m'apprendre, parce qu'il n'est pas tout à fait vaincu. Il m'a laissé des promesses. Même si le vaincu, en général, n'écrit pas son histoire, parce que l'écriture de l'histoire appartient souvent, dit-on, aux vainqueurs. Aux vainqueurs, et vous avez entièrement raison. Les vaincus dont je parle, c'est les obscurs, c'est les sans grade. Mais ici, ils n'écrivent pas. Mais il y a une histoire orale formidable. Une histoire humaine qui est racontée. Et il suffit d'écouter à la veillée, les conteurs. Ils disent, cette histoire, elle est vivante et il faut s'en inspirer. Pour moi, voilà, vous savez, alors je ne dis pas ça parce que je suis en Haïti. Pour moi, il y a un homme qui symbolise tout ce que je déteste politiquement, spirituellement, humainement. C'est Napoléon. Parce que c'est ça, l'obsession du pouvoir, l'obsession de la réussite, l'obsession de la domination, l'obsession de la conquête. Quelle que soit l'intelligence et le talent, y compris militaire, mais ici on lui a mis une belle raclée. Donc... Et ça on ne le dit pas dans vos manuels d'histoire. Mais non, il a eu ça. La première défaite d'une grande armée moderne coloniale face à un peuple, eh bien le peuple, voilà. Eh bien voilà, je dis ça parce que il n'a rien à nous apprendre, Napoléon. Mais justement, je suis curieux d'aller en profondeur de ce changement de paradigme que vous proposez, apprendre à écouter l'histoire des vaincus, même si celle-ci n'est pas racontée. Comment créer cette attention? Comment créer les instruments pour faire cette immersion, aller décrypter, entendre et raconter le vécu des vaincus et pour redonner foi aux vaincus, pour leur redonner courage, pour changer leurs conditions d'existence? Pour donner un exemple très concret, prenons les problèmes dans lesquels se bat au quotidien le peuple en Haïti. Qu'est-ce que fait un journaliste par rapport à ça? Il va bien sûr raconter les débats au Parlement, les rapports, il y a toujours plein de rapports, les ONG, tout ce que vous voulez, le FMI, les documents et tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, ok, vous nous racontez ça d'en haut. Mais le peuple, il est aussi expert de sa propre vie. Et je vais aller dans tel quartier, tel autre, et je vais leur demander comment ça se passe sur l'eau, sur l'électricité, sur les ordures, sur la construction. Racontez-moi. Et racontez-moi quelle solution vous pensez, vous. Comment vous aimeriez? Et racontez-moi en créole. Voilà, parce qu'il faut parler aussi la langue. Voilà, et racontons ça. Moi, je crois à ça. Je crois que dans le monde actuel, ce qui nous menace, c'est d'oublier l'idéal démocratique et du coup de penser qu'il y a des gens qui savent mieux que nous. Parce qu'ils ont le diplôme, parce qu'ils ont la fortune. Bien sûr qu'ils sont utiles, ces gens-là. Je ne conteste pas. Mais il faut aussi écouter l'expérience du peuple lui-même. Et au fond, toutes les émancipations, l'indépendance ici, je suis esclave, eh bien je ne veux plus être esclave, je crois à l'égalité et je vais montrer que je peux, bon an, mal an, dans la douleur, diriger un pays. Je peux, conquérir, ces talents-là. Donc là, vous proposez, Edoui Plenel, une écoute active, attentive et de l'empathie et tout simplement, cela demande au fond peu d'intelligence d'aller écouter les gens, de raconter leur histoire. Ça demande, je dis souvent, quand on dit, qu'est-ce que vous recommandez à des jeunes journalistes? Et je leur dis, avant toute connaissance, je leur recommande de cultiver 2 qualités humaines. La curiosité, bon ça c'est facile, il n'y a pas de mauvaise question, la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais je dis la générosité. De l'empathie. Exact, une curiosité généreuse. Il faut,
Il faut... L'autre, voilà, il n'a pas besoin d'être sympathique pour qu'on l'écoute. Il n'a pas besoin de nous charmer pour qu'on l'écoute. Mais il faut l'écouter. Il faut essayer d'avoir une sorte d'intelligibilité, intelligence, compréhension de tout ça. Donc c'est valable pour les journalistes, c'est valable pour la société. Aller dans les quartiers, aller dans le vécu des gens, dans la paysannerie. Quand vous les écoutez, vous saurez peut-être comment leur parler aussi. Bien sûr, on apprend. Nous sommes tous... Ça, c'est un... Les journalistes, parfois, oublient trop ça quand ils sont un peu installés. Notre métier, c'est être autodidacte. On peut avoir tous les diplômes de journaliste qu'on veut, on apprend toujours. Parce qu'on apprend de la réalité, on apprend de nouvelles situations. On découvre des nouveaux problèmes et du coup, il faut travailler, il faut écouter les gens. Et puis, on apprend, on était dans le papier, imprimé, hop, il y a le numérique, le digital, on est obligé d'apprendre. On apprend toujours des autres. On apprend toujours des autres. Pour moi, le chemin vers soi-même, c'est un chemin vers l'autre. Alors c'est professionnel, mais c'est humain. C'est en allant vers cet autre que je me découvre moi-même. Édouard Glissant avait une très belle phrase que j'aime citer comme ça. Il dit « Je change échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant. » En clair, je m'enrichis moi-même tout en changeant dans cette conversation avec l'autre. C'est aussi le respect de la différence et aussi le besoin de créer des liens pour avancer ensemble sur des sentiers pour résoudre des problèmes qui nous concernent, qui concernent le vécu collectif. Vous avez tenu avec beaucoup d'émotion des propos qui ont été très applaudis d'ailleurs il y a 2 jours ici même, lors de la conférence de lancement de la 24e édition de Livre en Folie, où vous avez clairement dit que le fait que votre pays, la France, ait demandé qu'Haïti paie la dette de l'indépendance constitue une grave injustice et c'est inconcevable qu'un pays, que des hommes et des femmes qui se sont mis debout contre des traitements inhumains faits aux hommes, qui ont projeté avant tout le monde les messages d'humanité, d'égalité, soient ou aient été assujettis au paiement de cette dette injuste. Vous avez eu de l'émotion. Oui, et je vais essayer de le dire plus rationnellement pour pas que l'émotion brouille un peu plus, parce que c'est une question sérieuse, ce n'est pas que du sentiment de ma part. Et c'est une question grave. J'étais en colère quand François Hollande a loupé cette question. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, où la France devient une petite moyenne puissance, où l'Europe ne sera jamais une grande puissance unie, pour parler au monde, notre pays doit tisser des liens d'égalité entre égaux, entre peuples égaux. Et ce n'est pas une question de niveau de vie et de produit intérieur brut. Profonde égalité. Nous parlons à égalité. Et que cette égalité suppose de regarder en face le passé qui a brisé ce rapport d'égalité entre humains. De le dire. Et que ce symbole-là est libérateur de choses concrètes pour la suite. Sortir d'une relation paternaliste. Ah, c'est triste tout ce qui arrive au peuple haïtien. Ah, c'est terrible le tremblement de terre. Ah, il faut aider. Mais non, nous sommes des peuples souverains et nous devons refaire cette alliance de peuples où nous dirons quoi? Nous dirons que le peuple haïtien a montré à la Révolution française qu'elle n'avait pas été jusqu'au bout. Donc, ce qu'a fait la Révolution haïtienne, pour moi, c'est mon histoire. La France proclame la Déclaration des droits de l'homme. Toussaint devient général de la République française, ne l'oublions pas. Il y a des planteurs d'ici qui sont là-bas, à ce moment-là. Et la France proclame une Déclaration des droits de l'homme, mais s'arrête. C'est Robespierre, c'est les autres qui disent « périssent les colonies plutôt qu'un principe » et qui décident l'abolition de l'esclavage, mais contre toute une partie des autres qui vont prendre leur revanche, ce sera Thermidor, ils vont choisir Napoléon, qui marié avec une femme une plantation de la Martinique, Joséphine de Beauharnais, et qui va rétablir l'esclavage. Et donc, la France proclame que les hommes naissent libres et égaux, et le nie. Elle nie avec ce crime contre l'humanité qui a été l'histoire terrible, qui a fait l'accumulation primitive des richesses pour que nous soyons des puissances. C'est grâce à cette oppression terrible du commerce négrier, de la traite négrière, de l'esclavage, de la servitude. Et donc, il y a un peuple ici qui dit « ben non, on va jusqu'au bout de l'égalité, on proclame l'égalité ». Donc la France doit dire « ce peuple a fait ce que nous aurions dû faire ».
que nous n'avons fait qu'en 1848, que le Brésil n'a fait qu'en 1888, que les États-Unis, après une guerre fratricide, n'ont fait que dans la décennie 1870. Et puis, ne nous trompons pas, cette histoire de l'esclavage n'est pas une histoire ancienne. Regardons ce que vivent les Américains par Black Lives Matter, voyons ce que vivent la France et les jeunes Français venus des Antilles, venus d'Afrique, sur le contrôle au faciès. Il y a une longue durée de la question noire ancrée dans cette longue histoire de l'esclavagisme. Donc la France doit dire, c'est le peuple haïtien qui a sauvé l'honneur. Et nous, au déshonneur précédent, plutôt au crime précédent, le crime contre l'humanité de l'esclavage, nous avons ajouté l'ignominie de dire à ce peuple, alors qu'il était devenu souverain, si tu ne veux pas qu'on t'envahisse, si tu ne veux pas qu'on revienne chez toi, eh bien, tu dois payer. Et tu dois payer cher, et tu dois payer durablement. Et en faisant quelque chose qui va non seulement pénaliser l'économie d'Haïti, mais on le sait, jouer des divisions ici, créer des spéculations ici, ne pas permettre à ce que les élites politiques pensent au bien commun. Et donc la France doit dire, nous avons ajouté l'ignominie au crime, la dette qu'a payée Haïti est due. Point. Elle doit dire ça, elle doit le proclamer. C'était une injustice. C'était inadmissible. On ne peut pas dire que l'on défend l'égalité des hommes et accepter qu'un pays soit pénalisé, soit saigné pour l'avoir fait, pour l'avoir proclamé. Et une fois dit ça, on doit dire une chose très simple. Il ne s'agit pas de dire pour la bonne conscience, genre j'ai la conscience en paix, je fais un chèque. D'abord, vous le savez mieux que moi, faire un chèque, il faut s'assurer, comme m'a dit un écrivain d'ici, qu'il aille dans la bonne poche. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose de rationnel, on fait une commission tripartite en lui donnant un délai contraint. Une délégation haïtienne, une délégation française, des personnalités choisies d'un commun accord qui soient au cœur de ces processus de vérité et réconciliation, comme on disait en Afrique du Sud, de ces processus où deux peuples s'écoutent, et on discute très concrètement. Évaluation de la dette, qu'est-ce que veut dire la rembourser? La rembourser en actes, pas pour l'État haïtien, mais pour le peuple haïtien, qu'ils le sentent, qu'ils le vivent. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire pour la santé? Qu'est-ce que ça veut dire pour les routes? Qu'est-ce que ça veut dire pour les déchets, le traitement des déchets? Et ainsi de suite, ou pour l'aide au développement, je n'en sais rien. Mais on fait cela. On dit d'abord, on tient ce grand discours. Si François Hollande n'avait pas loupé l'occasion, quel que soit l'échec de sa présidence, il serait resté pour l'homme du discours d'Haïti. Est-ce que louper, c'est le bon verbe? Parce que je crois que François Hollande, en inaugurant le mémorial en Guadeloupe, a remis la question dans l'actualité, mais sa façon de l'esquiver ici, là, au Champ de Mars, a été pour beaucoup presque de l'insulte. Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui s'est amusé à jouer avec une corde sensible sans volonté réelle depuis le départ d'aller jusqu'au bout. C'est bien ce que je dis quand j'ai dit j'étais en colère. C'était une petite phrase, comme il est monsieur, petite phrase, au Memorial Act, pas calculée, pas réfléchie, panique dans l'État. Et pendant toute la nuit, on a bricolé un truc en lui disant « vous ne pouvez pas dire ça ». Et du coup, il a fait ce petit discours qui n'était pas à la hauteur. Il faut ici faire ce grand discours que nous devons au peuple haïtien. Des mots, et des mots avec des actes immédiats. Et des actes concrets immédiats. Je ne dis pas reporter à il y a 2 ans et tout. Faire quelque chose de très concret. C'est très intéressant. Je sais qu'il y a des intellectuels, des hommes politiques et des jeunes qui vous regardent là à la télé et qui sont en train de cogiter et de réfléchir à ces propositions. Maintenant, si l'on peut parler un tout petit peu de votre expérience. Le premier contact que vous avez eu avec le public, c'était avec nous, des journalistes. Vous aviez partagé l'expérience de Mediapart et souligné que les crises, celles de la presse, en l'occurrence, a offert à Mediapart, a offert à vous et à d'autres camarades la possibilité d'innover, tout cela au service de l'information, mais de l'information indépendante, non possédée par les puissants et les dominants. Bien sûr, je n'ai cessé de le répéter. Le numérique, le digital, évidemment, pose plein de problèmes et détruit aussi la presse existante. La presse imprimée est plus coûteuse à faire, pose des problèmes, les réseaux sociaux, tout cela. Et en même temps, pour nous, journalistes, c'est une opportunité. Et il faut aller se battre là-dedans pour que la bonne monnaie chasse la mauvaise, pour défendre la qualité,
pour dire au public, c'est là que vous pouvez retrouver confiance dans les journalistes, pour créer une nouvelle alliance. En plus, c'est un journalisme participatif, c'est un journalisme en relation, c'est un journalisme avec de la documentation, etc. Donc à Mediapart, nous avons montré ça un peu comme un laboratoire dont tout le monde peut s'inspirer. Alors après, il y a la question de comment on finance. Je pense que c'est dire qu'ici c'est compliqué de réussir économiquement comme Mediapart, c'est une fausse excuse. On peut trouver des modes de financement participatif. Je crois que c'est important de redire, nous voulons être soutenus par le public. Nous ne voulons pas dépendre de la publicité. Nous ne voulons pas dépendre d'une subvention d'État. Nous ne voulons pas dépendre d'un mécène. Et de le redire en disant, on va vous convaincre de nous aider en montrant que nos informations sont utiles, qu'elles sont d'intérêt public. Et en montrant qu'il y a des journalistes en clair qui se battent pour ce que je n'ai cessé de dire pendant ces 4 jours, ce droit de savoir, qui est un droit plus fondamental que le droit de vote. Je dois savoir ce qui est fait en mon nom pour être un citoyen libre et autonome. Ma dernière question, vous avez dit que le droit de savoir est plus important que le droit de vote. Oui, ben, ça veut dire que s'il y a aujourd'hui dans le monde des fausses démocraties, je vote pour rentrer en servitude pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, on me dit circuler, rien à voir. Et je vote en étant prisonnier de la propagande, en étant prisonnier de l'idéologie, des fausses nouvelles. Et je n'ai pas une presse indépendante, une presse libre, des journalistes indépendants, ils sont réprimés. Donc je dis que dans ce cas-là, on vote en étant aveugle. On peut voter comme ça pour son pire ennemi et pour son pire malheur. Le droit de savoir, et je le dis au public, qui souvent critique les journalistes. Ils ont ce droit et parfois nous le méritons. Mais la haine en bloc du journalisme, c'est oublier que c'est la haine de la démocratie. Comme Donald Trump le fait. Bien sûr. Et parce qu'au cœur de la démocratie, il y a ce droit de savoir, ce droit de connaître tout ce qui est fait en mon nom. Je dis ça parce que vous avez parlé de mon émotion tout à l'heure. Je veux redire que pour moi, ça peut surprendre. Je dis ça en France. Je pense qu'Haïti, et c'est cette histoire, le peuple haïtien doit faire une force. Je pense que toutes les questions essentielles du monde, de notre monde moderne, ont été posées ici, ont commencé ici. Elles ont commencé quand Colomb arrive et qu'il passe du mythe du bon sauvage et ensuite à la destruction des Indes et à l'extermination. Elles ont continué avec la conquête et l'esclavage. C'était ici le pire chaudron de l'esclavagisme européen jusqu'au XVIIIe siècle. Elles ont continué avec les idéaux des droits de l'homme et l'égalité, c'est la révolution haïtienne. Première révolution du Sud, première révolution du tiers-monde, première révolution de l'égalité radicale. Et elle continue ici avec tous les problèmes de l'évasion fiscale, de l'inégalité des fortunes, de l'indifférence des puissances économiques mondiales, du dérèglement climatique, du lien que l'on connaît ici et qu'il faut réapprendre à cultiver, le tout vivant du monde, la nature. Nous sommes dans des pays de tremblements de terre, de cyclones, au fond, nous savons que la Terre est vivante ici dans les Caraïbes. Et si la Terre est vivante, nous comprendrons mieux que des civilisations urbaines, citadines, industrielles, consommatrices, qu'il faut prendre soin de cette terre vivante. Donc, Haïti est au cœur de l'histoire du monde. Haïti aussi peut être considéré comme un laboratoire qu'il faut apprendre à regarder avec d'autres yeux. On peut me moquer, et je pense que beaucoup de pessimistes ici me moqueront. J'ai fait un rêve qui m'a secoué. Ces jours, je me dis, je connais les immenses problèmes qu'il y a ici. Et je me suis dit, mais au fond, toutes les questions modernes du monde ont commencé ici. La globalisation a commencé ici. La question, encore une fois, de l'égalité, des universaux de l'égalité a commencé ici. Et je me dis, mais si par une ruse de l'histoire, l'imprévu, l'inattendu, les réponses aux malheurs du monde se trouvaient ici. Si Dieu veut, mais ça me plairait bien. Moi aussi. Edoui, merci beaucoup d'être venu. Merci. Bon retour chez vous. Merci pour ces paroles. Merci du fond du cœur. Merci un peu. Merci. Kimbela.